Voilà, donc je vous présente en quelques mots notre oratrice, notre dernière oratrice, Soumaya Mestiri. Donc, Soumaya Mestiri est professeure de philosophie politique et sociale à l'Université de Tunis. Ses travaux portent sur les théories de la justice, les rapports entre libéralisme et républicanisme et l'option décoloniale, notamment en rapport avec les problématiques de genre. Je pense que c'est ça ton point de vue principal. Alors, Soumaya a au moins, certainement plus d'un, mais au moins celui-là de point commun avec notre orateur de ce matin, Ernest Mbonda, c'est-à-dire qu'elle est partie de la pensée rawlsienne. En tout cas, elle a produit notamment un ouvrage qui s'appelle Rawls, Justice et équité, au PUF en 2009. Et puis, elle se centre sur donc, des problématiques décoloniales à travers le prisme de la question des genres et du féminisme, notamment dans Décoloniser le féminisme, une approche transculturelle, un ouvrage paru chez Vrin en 2016, et le dernier en date, élucider l'intersectionnalité, les raisons du féminisme noir, qui est paru en 2020 chez Vrin également. Alors, Soumaya Mestiri va aujourd'hui produire un commentaire critique de l'ouvrage de Souleymane Bachir Diagne et de Jean-Loup Ancel, Enquête d'Afrique, universalisme et pensée décoloniale. Voilà, je te cède la parole. On te remercie encore d'avoir accepté cette invitation. Avec grand plaisir. Alors, merci aux organisateurs. Alors, l'exercice auquel je me livre est un petit peu, à la fois curieux et délicat, parce qu'il s'agit de parler d'un livre que peut-être vous n'avez pas lu. Je pars de ce principe, c'est plus prudent. Et donc, en effet, comme Isabelle l'a rappelé, il s'agit du livre coécrit, entre guillemets, coécrit, parce que c'est un dialogue qui a eu lieu initialement par mail et qui a été retranscrit comme s'il s'agissait d'un véritable dialogue. Et ce qui m'a intéressé en fait dans le livre, c'est le fait qu'il explore peu ou prou une thématique qui nous intéresse ici, je crois tous, à savoir la question du commun, pour le dire rapidement, c'est-à-dire ce qui nous lie, ce qui est censé nous lier par-delà nos différences. Donc le livre est paru en 2018 chez Albin Michel. Donc je commence très rapidement par dire ce que je ne ferai pas dans cette intervention. D'abord, je ne vais pas faire une fiche de lecture. Je pense que ça n'a pas grand intérêt. Et il existe d'ailleurs des recensions très intéressantes au sens d'une restitution exhaustive du contenu qu'on peut tout à fait explorer. Je ne propose pas non plus de faire l'arbitre entre les deux penseurs. Je trouve que ce n'est pas très intéressant comme exercice ou comme approche, disons. Et ça suppose aussi, par ailleurs, si d'aventure c'était intéressant que vous ayez lu le livre, donc c'est une bonne raison de rejeter cette approche. Donc mon approche, elle est plutôt critique, en fait. Je me propose de renvoyer dos à dos l'un et l'autre, donc Diagne et Amsel, d'une certaine façon, en faisant ressortir ce qui me paraît être, suivant 3 axes que j'ai choisis, disons une forme d'impensé dans leur dialogue, ou alors quelque chose qui serait de l'ordre du biais, et que je spécifierai au fur et à mesure. Donc en fait, je prends le texte pour prétexte, je pense que vous l'avez compris, pour parler d'un certain nombre de choses qui me tiennent à cœur. Et donc j'ai choisi, globalement, à travers ce positionnement, 3 axes qui vont, disons, pour le dire vite, informer mon propos. Donc le premier axe qui m'intéresse, c'est ce qui me paraît donc être le dénominateur commun des travaux de ces deux penseurs, enfin du dialogue entre ces deux penseurs, c'est cette volonté de, alors pour parodier un peu Duhem, de sauver le commun. On trouve ça chez les deux, exploré d'une manière différente évidemment, et donc chercher en fait ce qui semble relier les cultures plutôt que ce qui les sépare. Le deuxième axe, il est bien évidemment en lien direct avec le premier. Il s'agit de, pour le dire vite, la vision de l'universel qui est impliquée par la recherche du commun, chez l'un et chez l'autre, d'une manière, là encore évidemment, qui n'est pas la même. Et le troisième et dernier axe, c'est en fait, et là je vais me concentrer plutôt sur Amsel, parce que c'est lui qui parle
plus de cela, la manière dont il envisage la pensée postcoloniale et la pensée décoloniale, d'une manière, on va le voir, qui me semble un petit peu biaisée, là aussi, pour le dire vite. Alors sans aucune transition, comme on disait quand j'étais jeune, hein, je passe au premier axe, c'est-à-dire donc cette idée de sauver le commun. Il faudrait sauver le commun. Donc cette idée de sauver le commun, elle est investie d'une manière différente par Amsel et Diagne. Et je commence rapidement par examiner ce qu'en dit Amsel, c'est-à-dire comment il voit, comment il envisage cette tâche qui consiste à sauver le commun. Et il affirme donc au début du livre, Amsel, la chose suivante, je le cite: « Je suis l'adepte d'une pensée traversante qui met l'accent sur les similitudes entre les cultures. » Et un peu plus loin dans le même chapitre, il ajoute: « Selon moi, c'est la recherche du commun, des commonalities, qui doit primer sur l'affirmation des différences. » Et vous avez encore quelque chose de semblable dans la citation 1 de votre handout. Alors, si on considère ces trois citations, donc les deux que je viens de donner, plus la première du handout, on voit clairement donc l'orientation, disons, idéologique du propos. Enfin, idéologique, c'est pas un gros mot pour moi, hein, c'est-à-dire le contenu substantiel de ce que dit Amsel. Donc, il recherche en effet ce qui unit plutôt que ce qui sépare, et il défend évidemment une idée tout à fait irrespectable selon laquelle un vivre ensemble est possible, hein, ça n'est pas une utopie, ou alors une utopie réaliste, pour reprendre ce qu'on disait ce matin, et que cette utopie a des fondements qui sont tout à fait tangibles au sens même ontologique du terme. Et donc il poursuit en expliquant que si on veut vraiment mettre au jour les ressemblances entre les cultures, on sera amené à comparer. Donc c'est le point sur lequel je voudrais insister. Et je le cite: « Car toutes les sociétés, dit-il, dans la mesure où elles font partie d'une même humanité, peuvent être comparées entre elles. » Fin de citation. Donc c'est cette orientation, disons générale, cette approche-là, qui consiste à comparer, qui me paraît être un petit peu problématique et qui m'amène à poser une question un peu candide, en fait, sur le principe même qui informe donc cette approche. Pourquoi, pour vivre ensemble, devrait-on nécessairement rechercher ce qui nous unit? Ça peut paraître un peu... oui, mais je ne sais pas pourquoi. Oui, mais je ne sais pas pourquoi ça ne... Celui-là, il marche. Oui, il marche. C'est une question de proximité. Parfois, quand je rapproche, il y a une sorte de grésillement, en fait. Il faut que je rapproche vraiment, c'est ça? Non, je ne dirais pas trop proche. Est-ce que là, ça va mieux? Non? Je l'oriente un tout petit peu sur le côté. En fait. Ah, d'accord. Là, bon, peut-être que je faudrait... Donc, je disais que, voilà, ce qui m'interpelle pourrait se formuler à travers un questionnement qui peut paraître un peu candide, un peu simplet. Pourquoi, pour vivre ensemble, devrait-on nécessairement rechercher ce qui nous unit? Et pourquoi, donc, à contrario, ne pas vouloir rechercher ce dénominateur commun? Pourquoi cela, cette idée-là, conduirait-elle nécessairement, plus ou moins, à faire une sorte d'apologie de la séparation, du rejet, voire, en dernière extrémité, à la haine de l'autre? Donc, l'idée qui est plutôt la mienne, c'est que si l'on donne réellement droit de cité à la différence, cette volonté, en quelque sorte, de rechercher le commun n'aurait plus lieu d'être, hein, si tant est que l'on recherche sincèrement, vraiment, réellement, la paix sociale. Le projet comparatiste en tant que tel, c'est-à-dire donc cette idée qui informe ce que dit Amsel, se révèle pour moi rapidement contre-productif. Alors, pour essayer d'illustrer cette idée, qui peut paraître un peu provocatrice, mais qui n'est pas du tout, je voudrais faire référence à une féministe postcoloniale. C'est le deuxième petit contenu que vous avez, espèce d'étoile sur le handout, donc juste après la citation d'Amsel. Je voudrais faire référence donc à cette féministe postcoloniale américaine d'origine hindoue, Chandra Mohanty, qui, elle aussi, d'une manière assez étrange, je dis étrange parce qu'elle défend le projet comparatiste, et je la rapproche d'Amsel qui, lui, rejette en quelque sorte
pour le dire rapidement, la plupart des auteurs postcoloniaux. Donc, que dit-elle, Mohanty ? Elle élabore comme ça, elle crée une forme de typologie de ce que devrait être, ou de ce à quoi pourrait ressembler l'enseignement féministe ou l'enseignement du féminisme aux États-Unis. Et finalement, elle isole 3 modèles différents. Un modèle qu'elle appelle le modèle du féminisme touristique, un autre qui est le modèle du féminisme explorateur, et enfin un troisième auquel va, disons, son accord, enfin qu'elle défend d'une manière assez véhémente, le modèle du féminisme solidaire ou, et c'est ça qui m'interpelle, modèle des études féministes comparées. Donc, dans le premier modèle, donc je fais rapidement la présentation des modèles, dans le premier modèle qui est le modèle du féminisme touristique, elle explique que la base de l'enseignement est constituée par des références qui sont exclusivement euro-américaines, et tandis que des exemples qui sont tirés de cultures donc, non occidentales, tiers-mondistes ou sudistes, comme l'on voudra, viennent en quelque sorte sont en quelque sorte saupoudrés sur ce contenu largement occidental ou occidentalisé. Il y a donc une forme d'exotisation en réalité. Dans le deuxième modèle, donc c'est le modèle qui se trouve à l'autre extrême, la femme, dit-elle, étrangère, est l'objet du savoir et le sujet connaissant. Et s'agissant du contenu des études féministes dans ce second modèle, c'est évidemment l'altérité qui est explorée, qui est mise en avant, et c'est à cette altérité qu'on s'intéresse d'une manière exclusive. Et donc ce modèle, pour le dire rapidement, il privilégie en quelque sorte l'approche différentialiste. Alors, elle renvoie dos à dos ces deux modèles. Donc elle est loin du premier modèle, qui est un modèle en quelque sorte alibi, puisqu'on veut se dédouaner du reproche d'être dans la pure occidentalisation, de l'oubli de l'autre, etc., en saupoudrant de 3 références étrangères, entre guillemets, en passant. Et donc elle renvoie dos à dos donc, ce modèle-là, ce modèle alibi, et le modèle des féministes exploratrices qui sont censées... à terme, je veux dire, quand on pousse, selon elle, le raisonnement un peu loin, favoriser une sorte de relativisme culturel en creusant le fossé entre eux et nous. Donc, elle renvoie dos à dos ces 2 modèles et elle défend un modèle solidaire, donc ce modèle des études féministes comparées qui est censé créer une forme comment dirais-je, d'égalité en mettant sur le même plan nous et eux, entre guillemets. Et elle a cette formule, donc ce modèle comparatiste, il donnerait à voir, je la cite, l'interconnexion des histoires, des expériences et des luttes des femmes états-uniennes de couleur, des femmes blanches et des femmes issues du tiers-monde ou des Suds. Donc, l'idée qui est la mienne, c'est que, donc là, après je vais faire le lien entre Amsel et Mohanty. Donc, l'idée, c'est que cette approche comparative, qui est censée être la panacée en termes d'études féministes, je crois que moi, cette approche-là, elle est probablement beaucoup moins intéressante que l'approche qui est condamnée par Mohanty, c'est-à-dire l'approche du féminisme explorateur, entre guillemets. Enfin, le terme est mal choisi, mais c'est la traduction. Donc, même dans le choix des mots, Mohanty, elle est quand même pas très charitable. Et mon idée, c'est que, bon, évidemment, la question qui se pose, c'est pourquoi le modèle comparatiste, ou par quoi le modèle comparatiste, fondamentalement, pécherait-il ? L'idée, c'est que ce modèle comparatiste, la raison de son rejet tient à l'impossibilité de rendre compte d'une manière satisfaisante de ce qui est censé constituer l'essence même d'une approche comparatiste, à savoir un double questionnement, quoi et comment. Qu'est-ce qu'on cherche à comparer et comment le fait-on ? Alors la question qui se pose maintenant concrètement, c'est qu'est-ce qu'on cherche à comparer dans ce type de cours ? Alors évidemment, s'agissant des problématiques féministes, certainement des situations de domination et d'oppression, mais quoi exactement ? C'est une vraie question.
c'est un questionnement qui m'interpelle, puisque j'ai eu à donner un cours dans un pays étranger il y a quelques années, et j'étais censée parler du féminisme en Tunisie à des gens qui étaient, c'était aux États-Unis, ignorants de ce qui pouvait exister chez moi dans cette problématique-là. Alors l'histoire du féminisme en Tunisie a été dominée donc, par le féminisme d'État d'une manière claire. Donc je me suis posé la question de savoir, enfin, si je suis le modèle de Mohanty, plus exactement, ou la typologie de Mohanty, qu'est-ce que je dois faire si j'adopte une approche comparatiste? Est-ce que je dois chercher quelque chose de similaire aux États-Unis ou considérer que le féminisme d'État est une caractéristique spécifique aux dictatures du tiers-monde? Évidemment, ni l'un ni l'autre, mais en tout cas, je finirai probablement par aboutir à l'idée qu'il y a féminisme d'État et féminisme d'État, et ceci me conduira nécessairement, enfin, je crois, à mettre l'accent sur la différence, car c'est ça qui est intéressant. Je pense que c'est ça qui va interpeller mon public. Et cette question qui se pose au niveau proprement pédagogique, s'agissant de ce cours sur le féminisme, elle est en fait relativement simple et on peut aisément l'élargir à toute pensée du vivre ensemble. J'aime pas trop le terme vivre ensemble, mais j'avoue qu'il est bien pratique ici. Donc, sommes-nous contraints, c'est la question en fait qu'on peut élargir, sommes-nous contraints de comparer les expériences pour se sentir concernés, pour être empathiques et œuvrer ainsi à jeter les bases du fameux vivre ensemble? Et d'une manière peut-être plus lapidaire, en quelque sorte, sommes-nous obligés de nous retrouver dans les autres pour être solidaires? C'est la vraie question que je me pose, et je pense que rien n'est moins sûr en réalité. Donc ça, c'est la question du quoi comparer, du contenu. Donc la deuxième partie de la question, c'est comment est-ce que je dois comparer, donc raisonnement par l'absurde, le cas échéant. Qu'est-ce que pourrait signifier une expression que je pourrais formuler devant les étudiants en disant, par exemple, vous vivez une situation similaire aux États-Unis. Selon quels critères justes, en termes de niveau de marginalité, d'exclusion, au regard de la manière dont la matrice de domination fonctionne ou façonne l'existence individuelle, c'est assez troublant. Enfin, on ne peut pas trouver de réponse définitive et convaincante. Pour reprendre par ailleurs l'exemple féministe, mais là aussi on peut facilement le généraliser, ce n'est pas parce que certaines femmes vivent des expériences similaires ou même identiques qu'elles se sentiront en phase les unes avec les autres ou en mesure de mettre au point des solutions communes à leurs problèmes. Alors cette idée de pensée traversante, justement, qui est explorée par Amsel ou qui est défendue par Amsel, donc n'a jamais, en quelque sorte, livré de remède à des problèmes spécifiquement locaux. Hein. Ce n'est pas parce qu'on va passer notre temps à comparer et donc à recouper qu'on va finir par trouver des espèces de recettes qui vont s'appliquer à des contextes qui sont strictement locaux. C'est-à-dire on peut faire le diagnostic de l'oppression, c'est un stade que nous partageons, mais les remèdes, c'est à chacun de les trouver. Et donc, Mohanty, dans son texte, elle parle beaucoup du travail du sexe. Et l'idée que je me suis posée, c'est est-ce qu'on peut vraiment comparer le travail du sexe en Tunisie et aux États-Unis une fois, c'est ça le point en fait, une fois qu'on s'est rendu à l'évidence selon laquelle les femmes ici et là-bas souffrent d'oppression patriarcale? La réponse est non. Ce qui me semble plus, à mon avis, pertinent, c'est une approche qui explore. Encore une fois, le mot est mauvais, mais c'est le mot choisi par Mohanty, une approche qui explore la réalité particulière des unes et des autres, c'est-à-dire se concentrer sur ce qui ne saurait être, sur ce qui ne saurait constituer, un objet de recoupement. Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est, contrairement à ce que dit Amsel, c'est de ne pas comparer. Et pour en terminer avec cette analogie, je dirais qu'une approche qui privilégie la singularité, elle est plus à même, cette approche-là, de rendre justice au vivre ensemble qu'une approche comparatiste qui met l'accent ou qui mettrait l'accent sur les points communs. Car ce qui compte, ce n'est pas de voir ce qui nous réunit, mais je crois, dans le fond, de comprendre ce qui nous sépare.
étant entendu que ce qui nous sépare ne doit pas être conçu, je trouve la formule d'Amsel assez malheureuse dans la première citation, ce qui nous sépare ne doit pas être conçu comme ce qui reste. C'est très condescendant de voir ainsi les choses, me semble-t-il. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur cette approche. Donc, je répète, enfin, je reformule, disons, le contenu de ce premier axe. Donc, il s'agit de voir ce que signifie pour l'un et pour l'autre que de sauver le commun. Donc là, j'ai un peu donné mon point de vue sur ce que dit Amsel. Et j'en viens à présent à Souleymane Diagne, qui a une approche totalement différente, mais étrangement, il est aussi quelque part un adepte de ce comparatisme qui est censé être la panacée, ou bien une espèce de conditions nécessaires pour pouvoir vivre ensemble en toute sérénité. Son projet, en fait, quand on le lit, son projet est naturellement, les gens qui veulent vivre en paix ensemble, ça ne peut être que louable. Hein. Évidemment, c'est pas ça le projet. Donc, son projet est très intéressant. En fait, il s'agit de montrer pour lui que, en effet, l'Occident n'a pas le monopole de la pensée, et il essaye d'en finir avec l'idée totalement folklorisante et raciste selon laquelle l'Orient, ou les Suds, pour le dire vite, se présenteraient comme des traditions infra, on en a suffisamment parlé là, tout à l'heure, pénétrées exclusivement d'oralité, tandis qu'à l'inverse, l'Occident serait, lui, informé, pour le dire rapidement, par la noblesse et le prestige de l'écrit et donc du concept. Donc, Diagne, il essaye donc de contrer cette malheureuse binarité, une binarité raciste, en donnant à voir les passerelles qui existent entre les deux traditions, pour le dire vite. Et il le fait en essayant de montrer que voilà, il y a un passage des savoirs, une espèce de dynamique d'emprunt qui traverse les deux traditions, alors l'Orient et l'Occident, pour le dire très très vite. Et alors il a cette idée de comparer un penseur indien musulman qui s'appelle Mohamed Iqbal, et d'un côté, et le philosophe français Henri Bergson. Donc il les met comme ça sur un même plan. On va voir que c'est pas tout à fait le même plan, précisément, c'est ça le problème. Donc, je précise d'abord que c'est pas le principe de la comparaison qui est critiquable ici, parce que c'est assez attendu en réalité comme comparaison. Si on connaît un peu les deux figures, c'est pas quelque chose d'incongru, c'est pas quelque chose de fou, pas du tout. Mohamed Iqbal a rencontré Bergson et ce n'est pas un secret, c'est un secret pour personne, qui développe une forme de pensée à tendance vitaliste, je parle de Mohamed Iqbal, qu'on pourrait facilement rapprocher des thèses bergsoniennes de l'évolution créatrice. Et Mohamed Iqbal, il défend comme ça une sorte d'islam qui serait un peu œcuménique, à visée spiritualiste et tout. Il y a vraiment moyen de comparer, d'oser en quelque sorte cette comparaison. Alors, si le principe de la comparaison n'est pas critiquable, n'est pas problématique, ce qui interpelle en revanche, c'est ce qui en amont semble motiver Souleymane Diagne et qui se donne à voir au détour d'une phrase, c'est la citation 2 de votre handout, donc je le cite. Les idées sur lesquelles il s'agit de Mohamed Iqbal rencontrent la pensée de Bergson sont parfaitement islamiques tout en étant bergsoniennes. Alors, cette idée selon laquelle tout serait dans tout et inversement me paraît, à moi personnellement, un petit peu problématique. Donc tout se passe comme si, en fait, tout était parfaitement imbriqué. Donc il ne peut pas y avoir de jeu, de hiatus, que tout s'agence parfaitement sur le modèle des pièces d'un puzzle, que la possibilité même de la contradiction, quelle horreur, est d'emblée absente. Elle est résorbée, même si elle pouvait, comment dirais-je, se manifester, elle serait automatiquement et dans le même temps simultanément annulée, résorbée, parce qu'en fait Bergson est dans Iqbal et que ce faisant, malgré tout, Iqbal demeure fidèle
au dogme musulman. C'est le principe de l'œuf, c'est totalement clos, totalement inviolable, et donc il y a une forme de cohérence qui est préservée et qui résiste à toute forme de choc, en fait, de contradiction. Alors on pourrait dire évidemment que Diagne aurait réussi en quelque sorte le pari de montrer que l'Orient pense, et que c'est cela en fait qui finalement en dernière instance compte. En fait, cela aurait pu être vrai, cette idée aurait pu être vraie s'il y avait une réelle réciprocité à l'œuvre, qui aurait annulé le caractère référentiel de la pensée bergsonienne. Mais évidemment, ce n'est pas le cas. Le but est bien de montrer que nous sommes comme vous. Je rejoins un peu ce qui a été dit ce matin. La réciprocité aurait exigé que nous puissions retrouver Iqbal dans Bergson et faire ainsi place au quelque sorte « vous êtes comme nous ». Mais naturellement, personne ne songe à montrer en quoi Bergson est iqbalien. On trouverait au demeurant pareil travail complètement loufoque si quelqu'un d'aventure devait s'y essayer, précisément parce que Bergson est la référence, pas pour une autre raison. Et Diagne le dit lui-même dans la phrase que j'ai citée, il s'agit bien de montrer qu'Iqbal est bergsonien. Et comme Bergson pense, par translation, si j'ose dire, Iqbal aussi pense. C'est en fait le cogito du comparatisme, si j'ose dire. Et ça me rappelle en fait ce que dit Judith Butler, ce qu'elle dénonce lorsqu'elle parle de cette malheureuse propension à vouloir, je la cite, retrouver Kant, Emmanuel Kant, dans chaque culture. C'est exactement ça. Là, celui qui joue le rôle de Kant, c'est évidemment Bergson. Alors, ce qui ajoute un peu de l'eau, si j'ose dire, au moulin de mon interprétation, c'est une remarque, c'est la citation 3, qui est faite dans les pages suivantes par Diagne, qui reprend à son compte les propos de Louis Massignon, l'orientaliste. Vous avez la citation 3. Tout se passe ici, encore une fois, comme si la tradition, si je veux dire, intellectuelle et spirituelle de l'islam ne pouvait parler que de l'islam, en gros, et que pour tout le reste, il y a, non pas Mastercard, mais Henri Bergson. Ainsi, le temps, l'individu ne pourrait être pensé au sein de la tradition intellectuelle et spirituelle. D'ailleurs, on se demande à ce titre comment ont procédé les philosophes, mais aussi les poètes arabes médiévaux, par exemple. Donc, le temps, l'individu ne pourrait être pensé au sein de la tradition intellectuelle et spirituelle, ou alors à titre de simple intuition, de sorte que finalement Bergson donnerait les outils pour affiner, synthétiser et comprendre au sens fort du terme. Mais évidemment, les choses ne s'arrêtent pas là. Il ne suffit pas, en quelque sorte, que Bergson révèle Iqbal à lui-même. Il faut situer le philosophe indien par rapport à ses semblables chrétiens, parce qu'il demeure, dans cette altérité qui est la sienne, il demeure cet insaisissable, cette altérité foncière qu'on ne peut appréhender qu'en la ramenant à ce qui nous est familier. Ainsi, Iqbal sera, je cite Diagne qui cite Senghor, c'est assez malaisant en fait, Iqbal sera le Teilhard de Chardin musulman. Et donc, comme je viens de le dire, Diagne reprend à son compte la formule de Senghor. C'est un procédé qui est doublement malaisant. D'abord parce que la référence à Senghor fonctionne comme un argument d'autorité. Et on pourrait évidemment difficilement accuser Senghor qui oserait d'être dans la colonialité. Enfin, ce serait faux et bête. Donc c'est l'argument d'autorité. Ensuite, encore une fois, parce qu'il reconduit l'idée d'un référentiel occidental à l'œuvre par rapport auquel l'Orient serait intelligible. D'ailleurs, si vous suivez un petit peu, vous aurez remarqué que c'est devenu un passage obligé que de rechercher non pas l'alter ego oriental, parce que l'alter ego suppose évidemment qu'il y a une forme d'horizontalité à l'œuvre, mais donc il ne s'agit pas de rechercher l'alter ego oriental, mais en fait l'incarnation exotique d'un modèle original. Par exemple, c'est ce qui s'est passé l'an dernier, lors du décès de la grande féministe égyptienne Nawel Saadawi. Et on a vu pleuvoir des séries d'hommages avec pour titre, alors parfois comme sous-titre, la mort de la Simone de Beauvoir arabe. De sorte que si l'Orient pense, ce n'est au final que
par le truchement de l'Occident. Donc ça, c'est dans mon premier axe, mon premier point. Donc le comparatisme et donc sauver le commun. Et donc j'en viens à la question de l'universel et de la nature des cultures. Est-ce que j'ai encore le temps? Alors, 15 minutes. Oh, bon, je vais essayer. Donc la notion pivot qu'on trouve déjà dans les sous-titres de l'ouvrage, donc la question de l'universel. Je commence par Amsel. Il a cette phrase que je trouve très juste, page 111 du livre, et c'est votre site, enfin, je ne sais pas si je l'ai mise dans le handout, mais je vais la lire. Je n'ai jamais, dit-il, prôné un retour à l'universel, mais invoqué simplement la possibilité de l'universalité. Fin de citation. Donc, ceci entendu, quelle serait la forme que devrait prendre, selon lui, cette possibilité de l'universalité. Donc, il explique qu'il défend, je le cite, une sorte de universalisme matriciel, chaque culture particulière ayant en quelque sorte fait, si j'ose dire, son marché, en puisant à des degrés divers dans les autres cultures existantes. Le schéma, les emprunts, la dynamique, etc. Et il a donc, citation 4, dans votre handout, cette formule. Toute culture, dit-il, je le cite, est faite de pièces et de morceaux. Elle est composite de sorte qu'il n'existe pas d'identité purement locale. Fin de citation. Donc les identités sont foncièrement métissées, ouvertes et perméables. Évidemment, ce qui est difficilement niable, sauf à être un ou une triste chantre de la pureté. On voit où ça mène. Donc, ça n'est pas ça ce qui m'interpelle. Ce qui m'interpelle, ce qui me chagrine, c'est la propension. Vous avez la citation dans son intégralité, en fait, je ne l'ai pas lu en entier. Donc, ce qui me chagrine, c'est peut-être quelque part la propension à confondre discrétude, donc voilà, des morceaux qui sont séparés, discrétude et insularité. Tout se passe comme si le métissage, dans la conception qu'en donne Amsel, devait nier la singularité. Or, me semble-t-il, une chose est de déplorer la propension, je le cite, à vouloir reconduire la fiction d'une opposition radicale entre l'Occident et l'Afrique. Une autre est de lire dans toute volonté de donner à voir des éléments de spécificité culturelle le projet, je le cite encore, de fortifier un nationalisme ou un ethnicisme linguistique et culturel. Mon idée, c'est que le métissage n'annule pas la spécificité, sauf à penser à un holisme culturel dans lequel non seulement le tout précéderait les parties, mais, ça, je veux bien, mais, là le point me paraît problématique, mais leur conférerait aussi le sens auquel elles ne pourraient prétendre en son absence, ce que laisse clairement supposer la fin du propos d'Amsel dans la citation 4. Si tel était le cas, en réalité, raisonnement par l'absurde, nous serions en très grande partie des copies conformes les uns des autres. Il n'y aurait qu'une sorte de reproduction du même qui serait plus ou moins aboutie. Et en fait, quand on lit Amsel, on se rend compte que, en réalité, il n'y a qu'une unique alternative. Soit nous recherchons le commun en passant notre temps à comparer et à faire des recoupements, soit nous serions en quelque sorte des vilains qui chercheraient à essentialiser des cultures et à les muséaliser. Et donc, Amsel a du mal à penser qu'on puisse concevoir en quelque sorte le vivre ensemble en dehors de cette recherche du commun. C'est pourtant ce que fait une certaine pensée décoloniale à travers un concept qui me paraît intéressant, c'est le concept de relationnalité au sens de l'espagnol vincularidad. Vincularidad a à voir avec la conscience aiguë d'un lien total et premier entre tous les organismes vivants d'une part, et entre ces mêmes organismes vivants et la Terre, le territoire, voire le cosmos, qui les englobe. Alors, là, je voudrais peut-être ouvrir une petite parenthèse. Amsel, moque, c'est vraiment le mot, le lyrisme prégnant de l'approche décoloniale. Alors, on peut ne pas goûter, en effet, on peut trouver exaspérant une forme de lyrisme, mais je trouve que ça n'empêche pas de regarder le contenu, c'est-à-dire l'idée qu'il y a derrière. On n'est pas là uniquement pour s'occuper du style, je crois, ou de la formule. Donc, au-delà de ce lyrisme-là,
ce qui, à mon sens, doit interpeller, c'est le sens premier du terme vincularidad, c'est-à-dire, en fait, donc, la traduction, c'est collage, patchwork. Et la relationnalité, elle est fondamentalement collage ou patchwork. Dans le collage, évidemment, on ne cherche pas à recouper et donc à trouver des points communs, on cherche une forme d'harmonie de l'ensemble. On n'œuvre pas à croiser, mais à assembler de la manière la plus satisfaisante qu'on puisse trouver. Et cette idée de vincularidad, on la trouve aussi dans un certain féminisme noir, qui est développée par une féministe américaine qui s'appelle Barbara Homolade. Et elle a cette métaphore que je trouve très intéressante, qui est, à mon avis, une manière d'investir le concept de vincularidad, qui est la métaphore de la contrepointe. Donc elle l'utilise pour parler d'identité personnelle, mais je crois qu'on peut l'élargir donc, au domaine qui nous intéresse, la pensée du commun, entre guillemets. Elle explique que telle une contrepointe, elle est elle-même, donc Barbara Homolade, elle est faite de fragments significatifs. Et elle explique donc la courte pointe, c'est ce principe qui consiste simplement à piquer une série de couches qui sont des couches ouatées, de façon à les faire tenir durablement ensemble sans nuire à leur intégrité. Et ce principe, il renvoie bien à l'idée que les points de connexion recherchés le sont sur un plan tout à la fois purement fonctionnel, pour que ça tienne, entre guillemets, et à minima. Et c'est ça que je trouvais intéressant, et c'est ça que recouvre, à mon sens, l'idée de vincularidad, une idée, encore une fois, qui peut être étendue à une pensée, disons, du vivre ensemble. Et très très rapidement, j'en viens à la critique des postcolonialismes et de la pensée décoloniale qu'on trouve dans ce livre, hein, à la fin du livre, qui est donc essentiellement l'œuvre d'Amsel. Donc sa position, elle est très claire. Il dénonce les virages culturalistes, une critique classique, le culturalisme qui, je le cite, a la fâcheuse tendance de faire le lit de tous les intégrismes, c'est ce qu'il dit, en invitant, sous couvert de dénonciation des impérialismes, c'est donc la critique classique, en invitant au repli sur soi, au communautarisme, au séparatisme. On connaît l'histoire. Et donc, voilà, on serait en présence de ce qu'il appelle, je le cite encore une fois, le piège identitaire. Une critique générale, bien connue, elle est spécifiée par Amsel de plusieurs manières. Je vais en retenir 3, si j'ai le temps, et sinon que 2, qui sont peut-être une occasion aussi, parce qu'on est aussi là pour ça quelque part, de clarifier un peu la nature et l'objet du projet, entre guillemets, décolonial. Une première critique concerne ce que Amsel considère comme étant le danger qu'il y a derrière la volonté postcoloniale et décoloniale, parce qu'il les met ensemble, donc ça reste malgré tout relativement différent, d'inviter à penser les aires culturelles comme des aires qui sont discrètes, c'est-à-dire séparées. C'est la citation 5. Donc voilà, il utilise l'expression « provincialiser l'Europe », qui a été utilisée par Stéphanie ce matin, qui est donc le titre de l'ouvrage de Dipesh Chakrabarty. Et donc, si vous regardez la citation, donc, voilà, il déplore ce projet de vouloir provincialiser l'Europe, puisqu'il s'agit, ce faisant, de faire de l'Europe une aire géographique qui serait distincte, discrète, c'est-à-dire distincte. Donc, je ne pense pas que ce soit franchement le projet de Dipesh Chakrabarty que de faire de l'Europe une aire culturelle distincte, mais plus exactement d'en faire une aire culturelle comme les autres. Hein, c'est ça un peu l'idée. Donc ça n'a rien à voir non plus, ce faisant, avec le fait de défendre un quelconque relativisme culturel selon lequel tout se vaudrait. Non, c'est pas ça l'idée. Il s'agit de mettre les choses à leur juste place. Quelle est la juste place? Elle est la même pour toutes les cultures, en fait. C'est un peu ça l'idée. Donc s'il devait y avoir un dénominateur commun à toutes les cultures, c'est bien celui-là. Pas de volonté ou de disposition hégémonique, et partant, pas de volonté épistémicide, pour reprendre le néologisme formé par José Medina. Diagne voit, à mon sens, très justement ce qui est en jeu ici, à travers la distinction qu'il fait, c'est la citation 6, entre universel et universalisme, qui est saisi comme cette propension, l'universalisme,
à la fois arrogante et oxymorique de décréter sa spécificité comme universelle. Si l'on partait du principe que tous les particularismes pouvaient être gros d'un universel, voilà, ce serait peut-être cela ce serait cela que pourrait prendre la forme qui consisterait à mettre toutes les aires culturelles sur le même principe, au pire. De ce point de vue, donc l'analogie qui est faite par Amsel entre les décoloniaux et les défenseurs de la pureté de la race, elle est assez pauvre en réalité pour être charitable. Et si la citation est assez longue, je ne vais pas la lire, mais vous pouvez la lire, vous verrez à quoi je fais référence. Si certains, comme Amsel, considèrent malgré tout que c'est un service qu'on rend à l'extrême droite, je crois qu'on peut simplement répondre que personne n'est responsable de ce que les autres feront de ces propos. Et la récupération, d'une manière générale, indépendamment de cette question, n'est pas un argument, finalement. On ne peut pas empêcher les gens de penser ce qu'ils pensent de toute manière. En revanche, on peut se battre pour ses idées, monter à la tribune, les expliciter pour éviter le malentendu et remettre son ouvrage sur le métier d'une manière continue. Alors, j'en viens rapidement. Je sais pas combien. 5 petites minutes. D'accord. Donc, j'en viens rapidement à la deuxième critique qui est faite par Amsel, une critique qui rejoint la première. En ce qu'elle stigmatise, c'est la citation 7, la tendance décoloniale à célébrer l'entre-soi, mais ici plus particulièrement en récusant l'idée que l'autre, différent de moi, puisse me comprendre et comprendre ma culture. Ce que je peux dire, c'est que cette idée n'est pas du tout une constante de la pensée décoloniale, et on peut par exemple renvoyer tout un tas d'exemples à une autre féministe afro-américaine, ou je devrais dire africaine-américaine, qui s'appelle Elizabeth Barclay Brown. Donc Barclay Brown, elle constate la difficulté qu'elle ressent à faire partager son expérience, elle est professeure de femmes de couleur, à un public d'étudiants qui n'est nécessairement ni noir ni féminin, mais elle ajoute que malgré tout, je la cite, toutes les personnes peuvent apprendre à se centrer, donc on rejoint le thème de ce matin aussi, à se centrer sur une autre expérience, à la valider, à la juger selon ses propres critères, sans avoir à comparer, je rejoins le premier axe, sans avoir à comparer, ni à faire leur ce cadre d'analyse. Et à cette phrase que je trouve très, très jolie, je la cite, « Nul besoin de décentrer quiconque pour centrer quelqu'un d'autre, on n'a qu'à faire pivoter le centre ». C'est une jolie phrase, elle montre qu'on peut défendre les particularismes sans vouloir dans le même temps le repli et l'entre-soi, sans vouloir remplacer une hégémonie par une autre, c'est-à-dire un centre par un autre. C'est ce que ça veut dire. Évidemment, la question, c'est comment recentrer sans décentrer. C'est la question qui se pose. Alors évidemment, on peut trouver plusieurs manières, sans doute, de répondre à cette question. Mais je vous livre en tout cas la mienne, qui vaut ce qu'elle vaut. Pour recentrer sans décentrer, je crois, ça peut paraître paradoxal, mais je ne crois pas dans le fond, il est absolument nécessaire de penser un ancrage initial. Et donc, en dernière instance, un double mouvement qu'on pourrait décrire en disant quelque chose comme ce que je vais dire maintenant, c'est en assumant son propre enracinement qu'on pourra se déplacer vers l'autre pour l'appréhender dans ce qu'il est, dans ce qu'il se donne à être et à voir. Les gens qui critiquent la pensée décoloniale ne voient que l'ancrage, en fait. C'est ça l'idée. Ce faisant, ils l'assimilent à du repli sur soi, au communautarisme, au séparatisme, etc. Ils ne voient pas à quel point l'ancrage est la condition de possibilité de la translation, c'est-à-dire la translation, c'est-à-dire le mouvement qui va recentrer. Ce qui signifie aussi, sur le plan symbolique, une garantie pour l'autre, c'est-à-dire mon vis-à-vis, d'être pris au sérieux lui aussi dans son propre enracinement. C'est-à-dire l'ancrage, il ne vaut pas que pour moi, sinon évidemment, quel intérêt. Donc la garantie pour l'autre d'être pris au sérieux dans son propre enracinement, c'est-à-dire dans ce qu'il est ou ce qu'il a de particulier. C'est le vrai sens de l'égalité qui est comprise comme réciprocité. Je veux dire, s'il n'y a pas de réciprocité, on ne peut pas parler d'égalité. Et je te comprends parce que je comprends à quel point, comme moi, tu es ancré. Alors, si on veut essayer j'aime bien les métaphores, si on veut essayer comment dirais-je, d'incarner ça, si je puis dire, à travers une métaphore, ce sera à travers la métaphore du compas ou le mouvement du compas.
Donc le compas, vous êtes obligé de planter la pointe, c'est l'ancrage, pour pouvoir ouvrir, c'est-à-dire tracer le cercle. Et donc la tension vers l'autre, elle se comprend comme ce mouvement-là. Et la condition de la tension, c'est effectivement l'ancrage initial de la pointe du compas, oui, aussi, du compas. Évidemment, quand je dis ça, je pars aussi du principe que l'autre n'est pas un miroir qui est là pour me renvoyer ma propre image. L'autre n'est pas un livre ouvert dont on saisirait d'emblée le sens de manière exhaustive. Et ce caractère-là d'incommensurabilité, quelque part, c'est ni un mal, ni une incomplétude, ni un gros mot, un truc que nous devrions travailler à combler, mais un fait dont nous devons prendre acte. C'est-à-dire il restera nécessairement quelque chose de l'autre qui nous sera incompris, imperméable. Ce n'est pas du tout une tragédie, ça n'empêche pas la solidarité, peut-être au contraire. On n'a pas besoin de nous retrouver dans les autres. Comme l'affirme, là je pense à Bell Hooks, elle a cette formule que je trouve jolie. Nous ne cherchons pas la reconnaissance chez l'autre, nous nous reconnaissons nous-mêmes, en effet, et nous entrons volontairement en contact avec ceux qui sont disposés à interagir avec nous de manière constructive. Je crois que j'ai plus le temps pour le troisième point. Alors, si je peux conclure en 1 minute. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté. Je pense que vous avez compris. Je pense que vous avez compris que le livre, le texte n'était qu'un prétexte. Je le reconnais humblement. Et voilà. Merci. Merci.